Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs et leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Boisserie, ancien CEO de Loisirs en Chair et actuel président et cofondateur des Nouvelles Fermes. On revient sur son parcours, de ses années passées au sein d'Aide et Action, du CAPC de Bordeaux ou de Planète Urgence, à celle passée à la tête de Loisirs en Chair. On aborde bien sûr sa nouvelle aventure entrepreneuriale, pleine de sens, sur la recherche d'un modèle d'agriculture durable et utile, pour plein de raisons, l'aquaponie. Et tout ça, on en parle dans ce nouvel épisode. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Thomas. Salut Théo. Je suis ravi de te recevoir sur le Pompon. Également. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je suis Thomas Boisserie, j'ai 38 ans et je suis le président et cofondateur d'une boîte qui s'appelle Les Nouvelles Fermes. Très cool, et on va pouvoir en parler de tout ça. Comme je te disais juste avant, l'idée c'est de comprendre ton parcours, savoir comment t'en es arrivé là où t'en es aujourd'hui, un peu comprendre toute la logique, ce qui t'a amené à entreprendre et tout. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? Alors, quand j'étais petit, je voulais être jardinier. Ok, ouais. cool. Mais je pense que c'était pour faire plaisir à ma mère parce qu'elle voulait absolument que je sois jardinier. Donc, c'était un peu un fil rouge dans ma vie, ça, après, de toute façon. Ouais. Faire plaisir à ma mère. Ok, Oui. est-ce que j'allais dire être jardinier ou faire plaisir à ta mère, c'était quoi le fil rouge ? Ok, stylé. Donc c'est marrant qu'aujourd'hui, au final, on va parler des Nouvelles Fermes, ça viendra un petit peu après, mais aujourd'hui, au final, tu y reviens, quoi. Oui, je l'avais oublié, je t'avoue. Donc elle s'est fait un petit malin plaisir de me le rappeler. Ouais. Il n'y a pas si longtemps. Surtout Énorme. qu'en plus, dans la famille, on est des grands-parents viticulteurs. Ouais. Et qui voulaient absolument pas qu'on fasse... qu'on bosse dans l'agriculture parce ouais qu'ils trouvaient ça trop difficile. Ok. Pour eux, c'était un dur labeur pendant 50 ans, 60 ans. Ouais. Tellement bien que ils ont vendu un peu leur terre en cachette. Ah ouais. Pour pas que la famille le sache, par peur qu'on reprenne potentiellement leur terre. Énorme. Ce qui fait que, qu'à cela ne tienne, avec ma cousine, au départ, on s'est lancé, on s'est dit, c'est pas grave, on part dans l'agriculture, on va le faire quand même. Ok, trop cool. Top. Bon, on va en reparler de tout ça. T'as fait une école de management à Grenoble, pour le coup. Qu'est-ce que tu voulais faire à ce moment-là ? Est-ce que tu savais déjà un petit peu ? Et j'ai envie de comprendre aussi, alors après, on va voir, avant d'entreprendre, tu as bossé dans différentes structures, notamment Aide et Action, et c'est rigolo, parce que moi j'avais fait une course, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a La 10 course ans. des héros, La peut-être. course des héros, exactement. J'avais fait la course des héros et je courais pour Aide et Action, justement. D'accord. Ouais, donc j'ai vu le lien en préparant l'interview, je me suis dit, c'est rigolo ça. Je te remercie. Enfin, le monde et l'éducation te remercient. Exactement. Mais je pense que peut-être au moment où tu y étais encore chez eux, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai couru. Donc bref, D'accord. aparté. Mais oui, qu'est-ce que tu voulais faire et pourquoi tu t'es lancé dans le milieu associatif, je sais pas si c'est le terme, mais avec Aide et Action quand même un peu. Ouais, pour revenir un petit peu en arrière, pour la faire vite. Yes. Moi, je suis un enfant du coin, du Médoc. Normalement, ça se dit pas. Quand on est à Bordeaux maintenant, c'est un peu une information cachée, voilà, pour tous les travers qu'on peut retrouver dans le Médoc. Et après le lycée de Pauillac, je suis parti en classe prépa ici, à Bordeaux. Et en fait, j'ai un parcours de bon élève, délégué de classe. Je me suis dit je me voyais pas sur les bancs de la fac sans aucun cadre. J'avais besoin d'un cadre un peu strict. Je me suis dit tiens, une école de commerce, ça peut être bien. Strict, c'est rigolo ça. De penser à un cadre strict pour une école de commerce. Oui, on a tous un côté obscur sadique, tu vois, et maso. Mais ce qui fait que je suis parti en école de commerce et très vite, en fait, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était pas forcément vraiment ma place. Donc j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais avec cet outil qui est une école de management, qui est un outil assez magnifique, qui coûte très cher d'ailleurs, et pour essayer de
d'en tirer toute l'expérience possible et imaginable. Donc avec le savoir, avec l'expérience, enfin limitée, mais ce que j'ai pu apprendre en gestion, en management et en commercial, je me suis dit, tiens, comment je pourrais faire pour appliquer ça à un secteur de cœur qui me plaît, qui est le secteur à but non lucratif. Okay. Et ce qui fait que je suis parti 1 an en Australie pour travailler pour l'Alliance française et produire en fait le festival du film français, le French Film Festival. Énorme. Grosse passion des Australiens pour les Français. À l'époque, c'était en 2007. Il y avait des pubs dans la rue pour les 206 décapotables. C'était le truc à la mode, avoir une 206 décapotable à Sydney. C'est énorme. Ok, génial. Ce qui fait que ce festival-là est le 2e plus gros festival en Australie, tout festival confondu en matière d'audience. C'est dingue. Ouais. Il y a plus de 100 000 personnes qui encore vont voir des films français. Ouais, encore aujourd'hui. COVID, mais dans l'idée, ouais. Ouais, parfaitement. Ce qui fait que ils trouvent ça fringe, c'est décalé, c'est un peu chic, quoi, d'avoir quelque chose de français, même de rouler en Peugeot. Ce qui fait que c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'en fait, avec une vraie démarche commerciale, donc aller voir des boîtes qui créent des bénéfices grâce à l'environnement dans lequel ils ont grandi, elles ont pu croître et prospérer. Elles reversent des fonds pour enrichir, densifier une communauté dans laquelle ils vivent, qui était la communauté de Sydney et puis des différentes villes. Et je trouvais ça plutôt intéressant de se faire un peu le décodeur, un peu décodeur canal entre le monde du profit d'un côté et des structures à mission d'intérêt général de l'autre. Ce qui fait que après l'école de commerce, finalement, je suis directement parti bosser et prendre le poste de fundraiser, comme on dit dans le jargon, donc chargé des partenariats, donc chez Aide et Action. Yes. Alors on connaît peu Aide et Action, hein, mis à part toi qui connais, parce que t'as transpiré pour l'éducation. Exactement. Mais c'est l'une des plus grosses ONG françaises. ONG de développementistes. Dans le monde des ONG, t'as 2 types d'ONG. T'as les urgentistes qui sont plus connus parce qu'ils travaillent sur des terrains de conflit ou de catastrophes naturelles, type Croix-Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, etc. Okay. Donc c'est événementiel, donc on s'en rappelle. Et t'as les travailleurs de l'ombre, les héros de l'ombre, qui sont les développementistes qui eux vont bosser en général 6 mois après un conflit sur plusieurs années. Okay. Ou sur une catastrophe, etc. Donc pas forcément sur les territoires de guerre, mais plutôt quand c'est apaisé. Tu vois. Ouais. On est plutôt les frileux ou les peureux les peureux de l'ONG, tu vois. Donc là c'était pour l'éducation et parce que j'avais et j'ai encore aujourd'hui la ferme idée et la conviction que c'est vraiment l'éducation qui va changer le monde. Si demain tu éduques un enfant à savoir lire, écrire et compter, il saura avoir une activité génératrice de revenus. Il peut lire le bulletin de vote sur qui va prendre, qui va poser en l'urne. Il peut demain transmettre à ses enfants le goût de l'éducation. Une femme 95% des femmes qui sont allées à l'école auront des filles qui iront à l'école aussi. Donc c'est un impact qui est formidable sur le développement. Et tout ça tu l'as compris comment? En passant par rédaction, enfin parce que on est sur le terrain beaucoup. Ouais, c'est ça, en voyageant. 30 pays, pas mal de missions où tu chopes des maladies dont t'avais jamais entendu parler. Plusieurs fois j'ai fini aux urgences à la Pitié-Salpêtrière, aux urgences tropicales. D'accord. Ah ouais. Ouais, où t'as un médecin qui te dit 24 heures de plus et qu'une fièvre pareille, vous avez le cerveau grillé. Ah ouais, sympa, ouais. Genre Haïti après le séisme, des zones rurales très pauvres au bidonville en Inde. Et t'en retiens quoi de tout ça? Enfin, au-delà de ce que tu viens de partager, pour le coup, dans le fait de l'éducation, effectivement, est essentiel. Enfin, c'est un point d'entrée sur plein de choses. Tu retiens de quoi de tous ces voyages, en fait? Au-delà du fait que j'ai une santé fragile. Au-delà du fait, effectivement, que tu connais maintenant les couleurs de la Salpêtrière. Oui, c'est ça, exactement. Parfaitement, je peux vous indiquer aussi. Mais je pense qu'en fait, on se rend parfois pas compte de la chance qu'on a. Pour nous, ici, en fait, l'éducation, c'est un peu comme l'air qu'on respire. C'est-à-dire que c'est simple, c'est accessible, c'est gratuit. Et dans la plupart des pays dans lesquels je suis allé, l'éducation est une chance. Et souvent, parfois, les familles doivent choisir qui peut aller, qui de la fratrie va aller à l'école, en général les garçons. Et après, les autres vont travailler, en fait, pour être une source de revenus pour la famille. Ce qui fait que pas mal d'humilité là-dessus. Et je pense que ça ferait du bien à tout le monde à un moment ou à un autre, tu vois, de se confronter à cette situation-là. Et je pense peut-être, sans faire de généralité, qu'on serait une nation un peu moins râleuse. Alors après, sans forcément niveler par le bas, tu vois. Mais en tout cas, il y a on a des choses qui peuvent nous rappeler d'où on vient déjà. Et puis apprendre à un peu plus d'humilité et de partage, quoi. On est bien d'accord. J'ai eu la chance de voyager aussi un petit peu, et notamment en Inde pour le coup. Et
on a de la chance. Ouais, complètement. Et cette chance-là, si tu veux, le fait de connaître un peu le terrain, mon rôle, c'était d'aller voir les grandes boîtes, donc des boîtes du CAC 40 ou des multinationales, qui allaient financer des projets d'accès et de qualité à l'éducation. Okay. Donc souvent, on pense dans une vision un peu, j'allais dire, post-colonialiste, qu'il faut construire plein d'écoles partout. En fait, le problème en général, c'est pas construire des écoles, c'est la qualité de l'éducation. Mieux vaut avoir des enfants qui sont assis par terre sous un arbre sur la place centrale du village avec un cahier, un stylo et un prof formé qui vient tous les jours, que une belle classe avec des tableaux et des fenêtres, etc., qui est une vision éminemment occidentale qu'on va essayer d'insuffler partout et pour lequel finalement le prof ne viendra pas parce qu'il a 40 km à faire par jour et puis les filles pourront pas venir parce qu'il y a pas de latrine pour les filles. Donc c'est une vraie acculturation. Tu vois, et donc transmettre ça et le partager avec des entreprises que t'emmènes sur le terrain, des directeurs de fondation, des PDG de grosses boîtes, c'est assez jubilatoire, j'avoue. Ah ouais, j'imagine, ça doit être génial. De belles expériences passées chez Direction. Très cool. Et après Direction, pour le coup, tu reviens par ici? Si je ne m'abuse, tu reviens sur Bordeaux? Ouais, tout CAPC, à fait. C'est ça? Ouais, carrément. Ouais. Donc le musée d'art contemporain de Bordeaux, le CAPC, structure publique, régie municipale. Ouais. Donc la plupart des conventions que tu veux signer avec des partenaires éventuels, il faut que tu les fasses passer en conseil municipal de voter. Donc là, j'arrivais sur une structure qui était assez ancienne déjà, qui est fondée sur un succès, une aura très forte dans les années 90, époque Chaban-Delmas, beaucoup de financement, beaucoup de budget avec l'opéra. Et passé cette période-là, nouveau monde, nouveau monde aussi d'un point de vue rigueur financière, et donc la volonté d'une structure publique, structure municipale, de vouloir lever des fonds et de créer des activités génératrices de revenus. Okay. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un gros défi parce que tu t'adresses à des gens en interne, une 50aine de personnes qui y travaillent, qui vont mais à qui tu vas leur dire écoutez, maintenant les gars, il va falloir qu'on écrive un petit peu vos projets, qu'on les mette sur papier parce que moi demain j'en ai besoin dans mon portfolio de projets pour aller voir des entreprises et potentiellement financer ces projets-là qui sont franchement géniaux. Il y en a qui sont exceptionnels. Ce qui fait que comme ça on a pu installer un rucher sur le toit du CAPC, on a pu financer l'acquisition d'œuvres avec la mise en place d'une innovation qui depuis a été reprise dans plein de musées qui s'appelle Ticket Mécène. Okay. Donc en fait, quand tu viens à l'entrée du musée, quand tu payes ton ticket d'entrée, on te propose de mettre un petit peu plus pour contribuer à l'acquisition d'une œuvre qui est juste derrière toi. Donc tu peux récupérer un petit morceau, on l'a imprimé sur un puzzle magnète que tu peux mettre sur ton frigo, quoi. Énorme. Ouais. Et ça a bien marché. Il y a pas mal de musées en France. Si on la finance totalement, on a toutes les magnettes et on peut le mettre sur le frigo en entier. Exactement. Ouais. Après, en général, c'est plutôt des œuvres entre 5 et 10 000 euros. Oui, donc c'est, voilà. J'imagine. T'as une très beau billet d'entrée. C'est ça. Mais c'était passionnant parce que c'est un métier qui est avant tout de la conduite du changement. En fait, tu t'adresses à des personnes qui avec qui tu vas créer des relations et les mettre en relation aussi des acteurs extérieurs qui ne voyaient pas du tout avant. Des acteurs entreprises, des gens du monde du pinard. Et qui vont avoir aussi pas forcément beaucoup d'exigences, mais un petit peu, tu vois, pour pouvoir à un moment ou à un autre suivre le projet qu'ils ont financé, apprendre un petit peu plus de quel était le retour sur investissement sociétal de mon don. Voilà. C'est ça, exactement. Et comment tu fais pour justement aller choper ces gens-là? Enfin, du fundraising, c'est quand même, c'est une partie commerciale, hein. Enfin, t'es commercial, mais pour un milieu, enfin, associatif ou pas que associatif pour le coup, comme tu l'as dit, mais comment justement, quelles sont les bonnes techniques pour alors, mince, j'ai pas le terme, catcher ces gens-là? Pour s'adresser à ces personnes. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, bon, si on prend l'exemple du CAPC, t'avais une structure qui existe le CAPC, toujours. Tu peux juste dire ce que c'est? Enfin, pour ceux au cas où qui ne connaissent pas. Le Centre d'art plastique contemporain de Bordeaux. Voilà. Merci. Structure des années 70. Ouais. Et en fait, qui est un musée aussi. Parce que t'as une belle collection. En fait, simplement, c'est vrai que tu joues un peu l'agence d'intérim. Donc, tu vas faire rencontrer les bonnes personnes pour voir si ça match. Hein. On est sur une sorte de Tinder du don. Et donc là, il y a une structure au sein du CAPC qui s'appelle les Amis du CAPC, où pas mal de gens relativement influents de la région et qui soutiennent et qui aiment l'art contemporain et qui me permettaient de bénéficier d'un réseau assez dingue, si tu veux, pour pouvoir aller voir les bonnes personnes au bon moment
et puis avoir la bonne signature sur le chèque. Donc ça aide. Tu t'épaules, tu vas pas tout seul. Après, ça dépend vraiment des gens que tu as en face de toi. Certains en ont rien à faire que tu sois un petit jeune avec trois poils sous le menton, et d'autres qui veulent absolument voir la directrice générale ou le maire, etc. Donc c'était c'est un travail d'empathie, d'écoute beaucoup, d'essayer d'arriver à sentir les gens que tu as en face de toi et savoir lesquels vont pouvoir permettre de créer le terreau suffisant pour aboutir à un don et à soutenir le projet et la mission d'intérêt général que porte le musée. Exactement, c'est génial. Passionnant. Là aussi, Non, passionnant. Mais ça a duré 2 ans. Ouais. Et c'était bien, ouais. Tu dis ça, pas plus, c'est ça? Non, en fait, après, c'est vrai que ça faisait quelques temps que ça me titillait de créer une entreprise. Ok. Et j'ai toujours, je sais pas si c'était peut-être complètement faux, mais je me disais que j'étais peut-être plus nul que les autres pour pouvoir le faire. Donc j'ai longtemps traîné. Okay. Et en fait, un jour, j'étais encore au CAPC à cette époque-là, je vais à un mariage et à la Cano, donc pina colada au bord de la plage et discussion avec Dirk et Michael, 2 Hollandais qui avaient monté 4 ou 5 ans plus tôt un site internet en Hollande qui s'appelle Vakantie Veilingen. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent, qui parlent flamand dans les gens qui nous écoutent, mais désolé pour la prononciation. Un site internet qui est devenu le leader des vacances là-bas en Hollande. C'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un pays qui est 4 fois plus petit que la France, donc c'est l'équivalent d'une sorte de voyage privé. En fait, c'est vraiment gigantesque. Et la particularité de ce site, c'est qu'il vend des loisirs et des vacances aux enchères. Ouais. Ce qui est, je trouvais complètement hallucinant. C'est vrai qu'en discutant avec eux, je me suis dit, mais c'est dingue, comment c'est que ça marche aussi bien chez vous? Pourquoi on n'a jamais testé ça en France? Et les gars, ça vous dit, on tente ça en France. Donc on a... Ok. Ah oui, t'es parti 6 mois vraiment... plus tard, 6 mois plus tard, je me retrouvais dans une sorte d'Algeco en banlieue bordelaise au Hayan. Ouais. Alors j'ai rien contre le Hayan, mais j'étais sous le couloir aérien, à 40 minutes de vélo, pluie battante, etc. Et donc je démarrais un peu avec ma bite et mon couteau, un mini-site. Ouais. Alors au départ, petit conseil qu'on peut distiller à nos chers auditeurs, avant de créer sa boîte, déposer les statuts, etc., faire quelque chose d'illégal et faites votre site juste comme ça en loose day, quoi. En loose day, je ne sais pas dire. Et faire votre site juste pour tester, savoir si ça peut marcher. Petite base de données, on envoie un mail, on met 2-3 enchères comme ça, enchères événementielles, et on voit si ça mord. On se fixe des indicateurs clés de succès, des KPI dans le jargon. Exactement. Et en fonction de ces résultats-là, à ce moment-là, on se dit, OK, il y a un potentiel. À ce moment-là, je crée ma boîte, on crée un vrai site, on sort du quick and dirty, du rapide et moche, à un truc un peu plus costaud. Et c'est donc à ce moment-là, en juin 2014, que l'aventure Loisirs Enchères a commencé. C'est drôle parce que dès lors, en fait, je pense que j'ai recruté à peu près un CDI par mois. Okay. Ce qui fait que maintenant, c'est à 50 personnes dans la boîte. Fait partie du French Tech 120, donc des boîtes à plus forte croissance en France, avec pas mal de levées de fonds entre temps, beaucoup de gens qui nous ont rejoints, des pivots à droite et à gauche parce que on pivote, c'est-à-dire qu'on change un petit peu son business model. Mais une aventure extraordinaire et avant tout une aventure humaine en fait, parce que d'un seul coup tu te retrouves à avoir la chance de recruter les gens avec qui tu as envie de travailler. et ça change tout. Ça fait la diff. Ouais, complètement. Quand t'es passé par le milieu des ONG, quand t'es passé par le milieu de la collectivité territoriale ou de l'entreprise culturelle australienne, en gros à l'américaine, c'est ça d'un seul coup il y a une sorte de liberté assez vertigineuse qui fait que tu finalement l'aventure entrepreneuriale est peut-être secondaire par rapport à l'aventure humaine que tu vas créer, que tu vas mettre en place. D'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui 4 des 5 que nous sommes dans les nouvelles fermes sommes des anciens de Loisirs Enchères. Yes. C'est trop aimé d'un point de vue entrepreneurial pour se quitter, donc on est reparti dans l'aventure, tu vois. C'est beau. C'est clair. Et justement, est-ce que au moment ce fameux week-end, pour le coup, je reprends ce moment-là, est-ce que toi t'avais un attrait particulier pour les loisirs, ou est-ce que le sujet en lui-même t'intéressait au final, parce qu'il y a plein d'histoires différentes de comment créer une boîte. Là, toi t'es parti d'une rencontre, de quelque chose qui marchait ailleurs, mais au final, est-ce que tu t'es juste dit, je vais faire entre guillemets, un copier-coller de ce qui se fait là-bas pour le faire en France, et on verra si ça prend, ou dès le début, tu t'es dit, moi, ça, à titre perso, ça m'intéresse, je trouve le système stylé, go pour la France, quoi. Enfin, comment ça s'est passé là aussi, et te dire aussi,
au début te dire bon bah alors pour que ça marche, je vais recruter un CDI par mois. Enfin alors ça s'est fait au fur et à mesure. J'imagine que tu t'es pas dit au moment où tu étais en train de faire ton site web, tu dis ah bah c'est bon dans un mois je recrute un CDI. Enfin, j'imagine que ça s'est pas fait comme ça, mais oui. Non en fait c'est vrai que j'avais face à moi des mecs chevronnés en entrepreneuriat. Et je me suis dit tiens en fait finalement c'est ma prochaine école, tu vois, ça va être mon école d'entrepreneuriat. Donc je m'associe avec eux et ils vont m'apprendre tout ce que j'ai à apprendre si tu veux pour demain peut-être plus tard créer ma boîte. Donc finalement la mission bon c'est sûr que le site Vacancy Vellingen vend aussi des produits, des biens meubles, donc des palettes de PQ, des codes Miché, ce genre de choses là sur lesquelles chacun sa sensibilité, mais voilà, mais pas je besoin de triple couche pour mon derrière, mais en tout cas c'était de se dire on va essayer d'adapter ça à la culture française. Et avec mon bagage français, donc c'était plus orienté sur le théâtre, les espaces, enfin plutôt les lieux de hôtels insolites, de charme, plutôt que tu vas pas forcément trouver ailleurs ou sur Groupon, ce genre de choses là. Donc on a vraiment ciblé sur le qualitatif. Ce qui était super, ce qui fait que d'ailleurs on a même tu vois le Club Med par exemple qui ne fait jamais de vente promotionnelle, l'a fait avec nous, a fait des ventes aux enchères avec nous, parce que simplement on était dans un environnement qui était plutôt quali, sans pour autant mettre du tampon luxe partout, parce que je trouve ça un peu galvaudé et on en fout partout d'ailleurs. Et donc c'était un peu se dire bon bah voilà, j'ai alors ma petite école de l'entrepreneuriat, je vais être bordé par Dirk et Michael et ça me permettra d'avancer et de faire mon expérience quoi, pour plus tard après repartir à ce que j'ai fait 4 ans plus tard quoi. Ouais, exactement. Et justement, est-ce que toi au début tu t'es dit bon bah faire en sorte que ce site devienne l'un des plus utilisés en France, enfin tu pars avec quoi au départ justement? Enfin, j'aime bien comprendre cette logique de départ pour les gens qui se lancent dans des nouveaux projets. C'est intéressant, je trouve. Ouais, dans le monde des startups, t'as souvent une sorte de fantasme du monopole. C'est con, hein, mais on a envie d'être. Regardons Amazon, hein, c'est Amazon. Enfin, pour Jeff Bezos, même un agriculteur, dès lors qu'il doit acheter ses graines, il pourrait passer par Amazon. Tu vois. Donc, moi, c'était pas forcément le but. C'était se dire apporter une alternative. C'est un peu comme quand tu vas à une expo d'art contemporain, une expo d'art en général. Ce que j'apprécie dans la culture, plus globalement, c'est cette capacité à confronter ta vision du monde avec celle d'un artiste, qui va être complètement différente de la sienne et de la tienne, pardon, et qui va utiliser en plus des moyens qui sont en dehors des moyens relativement classiques de l'expression orale ou écrite pour te le présenter, pour te challenger ta propre position par rapport à ta vision du monde. Donc tu grandis en fait. Et c'est vrai que pour le coup, c'était plus se dire on va proposer une alternative sur un marché qui commence à être assez oligarchisé avec quelques grands acteurs. C'était qui les grands à ce moment-là quand t'es arrivé? T'avais Voyage Privé. Qu'est-ce que t'avais d'autre? Ça commence à faire un bail, j'ai déjà zappé. C'est un peu comme une sorte de disque dur qui a été écrasé par les poireaux là depuis. Jamais. Bon, on va partir avec Voyage Privé, c'est déjà t'embête pas assez, au pire ça te reviendra en nom. Vendre les voyages, enfin t'avais des trucs, enfin je sais même plus honnêtement. Groupon qui faisait ça bien sûr, les Smartbox, ce genre de choses là. Et se dire apporter un petit peu de fun dans l'expérience utilisateur quand je vais acheter. C'est-à-dire je vais être en compétition avec d'autres personnes, il y a un compte à rebours, à la fin du compte à rebours, l'enchère la plus haute, c'est celle qui remporte le voyage. On a des gens qui sont partis 5 jours au Maroc pour 40 €, tu vois. Ah ouais. Ouais, parce que c'était un moment où il y avait pas beaucoup d'enchères, où il y avait d'enchérisseurs. Et c'est énorme. Il y a on a fait vraiment beaucoup d'heureux quoi. C'est vraiment top. Et en plus on travaille vraiment sur j'allais dire sur les queues d'avion, tu vois. C'est-à-dire l'hôtel est rempli à 80%, 70%, il est déjà rentable. Donc les chambres qui restent, plutôt que les laisser vides, ça peut être bien d'avoir une acquisition de nouveaux clients qui vont peut-être faire de l'achat additionnel sur place, le dîner, la place de parking, les excursions. La balade en forêt, quoi. Exactement. Donc on s'y retrouvait, c'était du gagnant-gagnant, tu vois, sur le principe de base. Et c'est drôle parce que je te disais un CDI par mois. Donc c'est vrai qu'il y a certaines compétences sur lesquelles, que ce soit DAF ou développeur, sur lesquelles il faut une expertise importante et spécifique, etc. Mais sinon sur tous les autres, parce que je l'ai vécu aussi, l'idée c'était vraiment de se dire bon, ok, j'ai pris le pouvoir sur une boîte, mais comment je peux faire pour le redonner? C'est-à-dire que c'est plutôt avoir une dimension virale, tu vois, se dire j'ai jamais eu vraiment de fantasme d'avoir le pouvoir, même si j'étais délégué de classe 10 ans de ma vie, tu vois. Mais c'était plus justement pour essayer de porter la parole des autres. Et
Et là, à ce moment-là, si tu veux, c'était se dire, bon, bah, je répétais à l'envie à l'ensemble des équipes, les gars, c'est vous qui produisez, moi je ne produis rien, donc qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Donc essayer de se mettre à leur disposition, tu vois. Et même dans les profils qu'on recrutait, c'est souvent les critères principaux, c'était 45% c'était la motivation, 40% c'était une tête bien faite et un peu d'expérience, et 15% c'est l'adéquation avec le reste de l'équipe. Donc on est les diplômes ou comment dire, ou le fait que t'aies les anciennes 5, 10, expériences 15, ou tout ce que tu veux, on s'en fout un peu, quoi. Ce qui compte, c'est que tu puisses être en capacité d'apprendre vite. Si t'es motivé, en plus tu vas apprendre vite et bien. Tu vas aller t'auto-former à droite à gauche. Ce qui fait que on créait vraiment une sorte de famille. C'est ça qui est dingue. D'ailleurs, la plupart de nos potes qui étaient pas dans la boîte trouvaient qu'on était un peu en train de s'autarciser. Je sais pas si ça se dit, mais rentrer en autarcie, tu vois, et aller boire des coups le soir, aller faire la fête ensemble le week-end. Ça devenait un peu eugénique. Donc après, on a essayé de faire venir d'autres profils un peu plus largement, voilà, qui soient. L'idée, en plus, c'était pas du tout de recruter des clones, hein. On était vraiment des gens hyper complémentaires, mais cette complémentarité était tellement forte, si tu veux, que ça devenait assez dingue. Non, mais c'est au niveau des valeurs que t'as recruté les gens, donc forcément. Je pense, forcément, ça match, et donc quel que soit effectivement ton taf, ta façon d'être, si sur les valeurs tu retrouves les mêmes personnes, bon bah, il y a une alchimie qui se crée, comme tu dis. Enfin, t'as pas dit ça, t'as parlé d'autarcie. Non, c'était quoi le terme que tu as utilisé? D'eugénisme. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais oui, t'as carrément une alchimie. C'est drôle parce que c'est les gens le ressentaient très vite quand ils rentraient. Il y avait pas de, c'était pas du tout fermé, mais c'est vrai qu'il y a une vraie culture d'entreprise qui s'est créée à ce moment-là. Et c'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment chouette. Parce que je pense que la plupart des gens qui sont passés à cette époque-là sont devenus des amis depuis et continuent à se voir, tu vois. Alors à l'époque, il y a pas eu de bébé loisirs en chair. D'ailleurs, je leur interdisais d'avoir des rapports amoureux entre eux parce que sinon ça les fout la merde partout. Donc j'avais prétexté une sorte de sombre loi pour laquelle si jamais 2 personnes de services différents avaient potentiellement des rapports amoureux, j'étais dans le droit d'être au courant. Ce qui fait que ça leur faisait suffisamment peur. Et comme ça, on n'avait pas de biais de tentation entre eux. Énorme. Et ça a tenu quelques temps. Ok, d'accord. Au bout d'un moment, quand même, ça. Oui, à force de boire des coups et de faire des fêtes, c'est sûr que la désinhibition aidant. Effectivement, voilà. Effectivement. Ok. Et alors, pour le coup, sur le loisir en chair, effectivement, enfin, on a plus ou moins expliqué, mais et c'est un système d'enchères pour le coup. Enfin, en même temps, tout est dans le nom. Tu me diras, mais là aussi. Ouais, c'est quoi le port salut. Ouais. Mais tu vois, régulièrement, c'est l'une des recettes du succès. Après, bon, succès, on galvaude un peu le mot, mais parce qu'on n'est pas non plus monopole sur l'Europe, tu vois, mais ça a quand même marché. Ouais, ça marche encore. Oui, ça marche encore, ouais, malgré le confinement et tout ça. Ouais. C'est vrai que on m'a souvent posé la question, concrètement, c'est quoi la recette du succès pour vous dans l'entrepreneuriat? Et c'est drôle parce que j'étais avec Alain Rousset ce jour-là, président de la région, et je lui dis ça peut-être vous paraître un peu morbide, mais je crois que il faut pas avoir peur de la mort. Okay. Et si tu t'émancipes de cette peur-là, si t'acceptes le fait que la mort fasse partie de la vie, et bien d'un seul coup tu te sens beaucoup moins la prise de risque est beaucoup moins compliquée à prendre. C'est une sorte de désinhibition à nouveau, tu vois, où tu vas à ce moment-là rentrer dans une phase où tu peux prendre des risques, tu peux aller de l'avant avec moins de peur, parce que la peur rembête, honnêtement. Ouais. C'est important, il faut quand même avoir en tête les risques. Tu peux prendre des risques qui sont mesurés, mais essayer de sortir en fait du champ de la peur. C'est sûr que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as pas de cotiser au chômage. Donc si du jour au lendemain ça capote, en plus t'es responsable légal, donc si on prouve que t'as une faute de gestion, on peut te saisir ton appartement. Enfin, donc oui, t'as ça aussi si tu veux. Mais bon, ça arrive pas si souvent. Et si tu fais les choses honnêtement et le plus sincèrement du monde, avec l'implication qu'il faut pour quand t'es engagé dans l'entrepreneuriat, honnêtement, ça peut être la source de bons succès. En tout cas. Et je pense que c'est moi c'est ma conception de la vie, mais je pense que ce qui est assez drôle parce que j'en parlais l'autre soir un dîner, c'est je pense que la vie n'est intéressante que si elle est expérientielle. C'est-à-dire que si tu vas expérimenter, que ce soit dans les bonnes choses ou comme dans les mauvaises choses, jusqu'au bout, tu vois. C'est comme ça que t'apprends en fait. T'apprends à te connaître et t'apprends à grandir et donc à savoir un petit peu quel est ton chemin vers le bonheur. Et pour le coup,
Il y a eu beaucoup de moments extrêmement heureux, quelques moments difficiles chez Loisirs en Cher, mais c'était une incroyable école de la vie. Et je pense pas mal aussi pour les gens qui faisaient partie de l'équipe, puisque en plus, honnêtement, on partageait tous les lundis, et ils savaient quelle était la trésor de la boîte. Quand j'avais des sujets clés, et je me disais, plutôt que d'utiliser mon seul petit cerveau à moitié cramé, je vais utiliser l'ensemble des cerveaux de tout le monde, enfin un brainstorming pendant 15 minutes sur un sujet stratégique de la boîte, et puis les 2-3 bonnes idées, qu'elles viennent du stagiaire, de la compta, ou de moi, évidemment. C'est souvent de moi, évidemment. Mais ces bonnes idées, si tu veux, après on les testait, on les mettait en application. On les teste, à une petite échelle. Si ça fonctionne, on les met à l'échelle, et etc. On crée des cycles d'innovation comme ça. Et pour ça, et je pense que ça, pour le coup, c'est une autre des qualités qu'il faut pour être entrepreneur, c'est l'humilité. Parce qu'en fait, on vit aujourd'hui dans un monde qui change tellement vite qu'une certitude que tu avais il y a 2 mois est peut-être plus bonne aujourd'hui. Ce qui fait que toute intuition, qu'elle soit bonne comme mauvaise, avant de savoir si elle est bonne ou mauvaise, il faut la tester. Ce qui fait qu'on passait notre temps à ce qu'on appelle le test and learn. Donc rentrer en cycle d'innovation, tester petite échelle, mettre à l'échelle ou pas, ou jeter si ça fonctionnait pas. Mais en tout cas, cette humilité là, elle est fondamentale. J'ai croisé tellement d'entrepreneurs qui m'ont proposé d'aller boire des coups, manger le midi pour parler entrepreneuriat, et qui venaient avec une idée très précise de ce qu'ils voulaient faire, mais vraiment très précise, qui d'ailleurs commençait à peine à commencer à partager parce que c'est peur qu'on leur pique leur idée. Erreur. Alors, je pense que quand vous avez une idée, il faut absolument la partager pour savoir comment ça réagit. Mais surtout, c'est se dire en fait concrètement, il n'y a pas de... Je suis en train de m'embrouiller là. Mais qu'est-ce que je voulais dire avant ça? Partager ses idées, l'entrepreneuriat, qui viennent avec une idée parfaite. Ils pensent, en fait, ils ont une idée de la perfection, et la perfection ne concerne que la personne qui y croit, en fait. Or, la plupart du temps, cette perfection n'est pas du tout adaptée au marché. Ce qui fait que c'est pour ça, partir au départ sur un truc rapide et moche. Et en fait, si on lance un truc et qu'on en a pas honte, c'est qu'on l'a lancé trop tard. Donc il faut vraiment lancer au départ le truc un peu tôt, et puis on le fera évoluer au fur et à mesure, en amélioration continue en fait. Et en passant son temps, si tu veux, à essayer de prendre des retours de l'expérience utilisateur des gens. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas une semaine pendant mes 4 années où j'ai pas appelé des clients qui ont remporté des enchères et qui n'ont pas remporté, juste pour connaître leur avis. Je leur donnais c'est mon numéro de téléphone portable. Si vous avez des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à me le faire. Honnêtement, je pense que j'ai dû en appeler 2000 ou 3000. Je sais pas, je m'ai appelé vraiment un paquet. Mais c'est hyper enrichissant. Bah ouais. Alors, ça fait flipper au départ. Mais t'as peur de te faire éclater la gueule au téléphone. Ouais, complètement. Ouais, c'est un peu aujourd'hui quand j'apporte un panier avec mes poireaux et ma salade. Tu vois, je flippe toujours en me disant, putain, quel va être le retour, etc. J'ai un pépin dans la pépinière dans laquelle on fait actuellement ce podcast. Et qui a commandé un panier la semaine dernière. Je vais alors, comment s'est passé, ça va, ça a été? Oui, c'est bon, il a aimé. Ah, c'est bon. Ok. Bref, en tout cas, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental d'être au contact avec la réalité. Pour ça, il faut être humble. C'est la clé de voûte, je pense, de l'entrepreneuriat. Et après, bien sûr, distiller ça avec un peu d'ambition, un peu de folie, de couteau entre les dents. Je disais, pas avoir trop peur de la mort. Et après, on y va, quoi. Ouais. Ok, très bien, merci. Canon. On a du conseil là, c'est top. Pour rester encore un tout petit peu sur Loisirs en Cher, et après on parlera de Pauline et pourquoi ce nom d'ailleurs, moi ça m'intrigue. Mais sur Loisirs en Cher, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit j'arrête tout, j'en ai marre? Quand tu crées une boîte comme ça, alors pour le coup vous avez levé des fonds aussi, pas mal de fonds. Et pourquoi avoir levé des fonds si j'aime bien comprendre la logique derrière. Et ouais, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit j'arrête, c'est bon quoi, enfin j'en peux plus ou pas? Bah ouais, parce que j'en suis parti. Ouais. Donc je me suis dit. Ouais. En fait, au bout d'un moment, c'est une boîte. Faut savoir, Loisirs en Cher, c'est une boîte B2C. Donc c'est-à-dire qu'on fait du business pour le grand public. Donc on consomme énormément de marketing. Ouais. Et c'est un marketing à beaucoup de niveaux, ce qui fait que, en tant que président de la boîte, j'avais aussi mon rôle à représenter la boîte constamment dans la presse. Donc on a fait tous les JT nationaux plusieurs fois. On a fait l'ouverture de M6 Capital. Ils venaient avec leur caméra chez moi dans ma chambre au réveil le matin, en vélo. Ouais. C'est en fait le truc c'est que et alors est-ce qu'ils te réveillent vraiment ou est-ce que c'est un jeu d'acteur? Ils ont pas fait le café, putain. Bref. Et
En fait, là, en fait, au bout d'un moment, je portais toujours ma petite casquette, mes lunettes rondes, ma moustache, mon nœud pape. Je devenais une sorte de marketing de personne, si tu veux. Donc, au bout d'un moment, t'es une sorte d'ersatz de toi-même à mi-chemin entre toi et une figurine. Donc, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te perds un peu là-dedans. Et ça devient assez fatigant. Tu perds un peu la limite entre la frontière perso et pro. Ouais. Mais donc oui, au bout d'un moment, tu commences à te fatiguer. Et aussi, on parlait d'humilité tout à l'heure, je pense qu'il faut aussi se dire, à un moment ou un autre, je pense que quelqu'un d'autre serait meilleur que moi pour faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Donc au bout de 4 ans, j'avais fait un peu le tour. Et j'en ai chialé, si tu veux, quand j'ai annoncé ça aux actionnaires, j'ai annoncé ça aux équipes. La moitié était là en face de moi aussi, avec la larme à l'œil. Donc ça n'a pas été un moment facile, mais c'était aussi, je pense, nécessaire pour la boîte de désincarner un peu, tu vois, de se dire, bon, j'ai essayé de faire le taf d'un point de vue RP, pardon, aussi d'un point de vue RH, mais maintenant, je pense qu'il est temps que cette boîte vive un peu plus par elle-même, quoi. Et donc ouais, après des vacances en Écosse, la décision était prise, je me suis rasé la moustache. Ok. Et, ouais. C'est énorme, c'est symbolique. Ouais, c'est hyper symbolique. C'est clair. Ouais. Je me suis rasé la moustache et puis j'ai mis des cravates et j'ai viré le nœud pape. Ouais, complètement. Et je me suis dit bon bah qu'est-ce que je vais faire après? Ouais. Ah oui, donc alors d'abord t'as décidé de partir. Ouais. Et après, tu t'es dit je fais quoi après? Ouais, tout à fait. Ok. Ouais. T'as pas eu genre déjà l'idée d'un projet qui te venait en disant. Alors j'avais déjà l'idée de partir dans l'agriculture depuis longtemps. Okay. Surtout qu'en plus ça correspondait à l'époque où mes grands-parents ont vendu leur terre et puis je me suis dit, flûte, crotte, j'ai raté le coche. Ouais. Et donc je suis parti, j'ai pris la direction générale d'une ONG à Paris qui s'appelle Planète Urgence et qui fait la reforestation et de l'agroforesterie. Okay. Donc dans une petite trentaine de pays. Ouais. Donc je me suis retrouvé à gérer une équipe de 70 personnes qui m'attendaient pas concrètement. C'est quoi ce bordelais start-upper qui débarque alors nous on est là sur des missions d'intérêt général alors qu'il a fait du fric, il passe à la télé machin. Ouais. C'était un super challenge d'un point de vue management. C'était franchement je pense d'un point de vue management c'est pas plus difficile. Quand vous organisez une réunion, au départ j'appelais ça le weekly meeting et très vite je l'ai traduit en français. Point hebdo. Et que j'avais la moitié des gens dès que je sortais un mot en anglais qui avait le sourcil gauche levé, je me suis dit bon, ok, il faut que je m'acculture à nouveau, tu vois. Bah ouais. Gros challenge pour le coup. Ouais, complètement. Ouais, challenge de légitimité. J'avais la moitié des gens qui étaient plus vieux que moi. J'étais peut-être le 4e DG qui arrivait en 4 ans. Ouais. Donc concrètement, j'étais pas sur un piédestal en arrivant, quoi. Et il fallait que je fasse mes preuves. C'est ça. Et c'était vraiment hyper enrichissant parce que t'étais sur une association qui allait pas hyper bien d'un point de vue financier, qu'on a remis sur les rails ensemble. Et encore une fois, l'idée, à nouveau, c'était de dire bon, on a pris une matinée. On s'est posé ensemble. On a dit bon, écoutez les gars, vous voulez que cette ONG elle ressemble à quoi dans 3 ans? Ouais. Donc on a eu des travaux de groupe pendant cette matinée-là, tout le monde a bossé, histoire de s'approprier un petit peu, de se responsabiliser par rapport à cet asso qui n'est pas la mienne, qui n'est pas non plus du groupe SOS, qui fait partie de la constellation groupe SOS, entrepreneur social et solidaire. Et concrètement, vous aimeriez participer à quelle aventure? Donc ils se sont posés, ils ont proposé quelque chose qui était ma foi intéressant. Je t'avoue que bon, heureusement, ils m'ont pas proposé qu'on fasse du cabaret ou une fête foraine, j'en sais rien, mais heureusement. Mais sinon, on serait parti. Hein, et ils ont proposé quelque chose de cohérent, et donc j'ai pris tout ça. J'ai fait, écoutez, maintenant, moi, mon rôle, c'est sur 3 ans, c'est essayer d'arriver à faire ces étapes intermédiaires pour qu'on puisse y arriver. Donc maintenant, on va fonctionner en objectif annuel, tous ensemble, chacun par équipe, par département, pour essayer d'atteindre cet objectif qu'on va avoir d'ici 3 ans. Et c'était génial parce que finalement, d'un seul coup, le sentiment d'appropriation était là. Il y a pas mal de gens avec qui j'ai discuté parce que en fait, je pouvais avoir mon bureau fermé, mais je l'ai transformé en salle de réunion. Je me suis mis avec tout le monde, tu vois, dans l'open space, histoire de se dire, finalement, je suis quelqu'un comme un autre, je suis accessible et on peut discuter ensemble. Et c'est vrai que l'ouverture de la parole au début a été un tel choc pour certaines personnes.
Donc j'en ai plein qui sont venus me voir en pleurant tellement ça avait été dur et tout ça, et que maintenant ça leur faisait du bien de pouvoir se sentir partagé. Alors franchement, j'étais pas parfait, hein, parce que il y avait vraiment plein de choses sur lesquelles il a fallu que je bosse encore aujourd'hui, qu'on m'a bien remonté à la gueule, mais ça fait du bien, c'est comme ça qu'on apprend. Mais en tout cas, c'était une super aventure, et il manque parfois un peu, et c'est parce que je suis resté que 2 ans, parce que finalement à Bordeaux l'aventure agricole a démarré assez vite. Ouais. Donc avec des allers-retours toutes les semaines Paris-Bordeaux. Ok, sympa. Ouais, c'était vraiment vraiment chouette. C'est à un moment ou un autre se dire on se lève le matin, on essaie de contribuer à la reforestation. Donc on contribuait, je crois, un petit peu moins de 1% de l'effort de reforestation mondiale. Ce qui est pas si mal. On replantait l'équivalent de la surface de Paris tous les 6 mois, je crois, à peu près. Propre. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est cool. Hein. Ouais, mais après, les enjeux sont tellement gigantesques, si tu veux, que parfois tu baisses un peu les bras, tu te dis putain, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Et t'as intérêt d'avoir un moral d'acier, parce que en plus t'es abreuvé d'études, d'articles qui tombent toutes les semaines sur la situation. Et là, tu te dis putain, la goutte d'eau de Pierre Rabhi, en fait, c'est un camion citerne qu'il faut. Donc on essaie de le faire nous. Mais après, t'es presque frustré de pas avoir suffisamment de gens qui donnent pour qu'on puisse planter des arbres. Et t'as presque envie de alors mettre tes mains autour du cou, là, tu donnes maintenant, putain, il faut qu'on agisse, là. Et, bon, t'apprends ton auto-résilience aussi, tu vois, c'est-à-dire, voilà, on y va avec notre propre camion citerne, on espère qu'il y aura d'autres camions citernes par là pour... C'est ça. Bref. Ok. Et pas trop dur pour le coup de passer de chef d'entreprise mais ta boîte à redevenir DG dans une autre boîte. Enfin, je sais pas, parce que moi j'ai en tête, parfois j'échange avec d'autres entrepreneurs, on me dit impossible pour moi de retourner dans une structure, quoi. Ouais, en tant que salarié. Ouais, oui, c'est ça. Moi, donc c'est pour ça que là au final. Ah, il y a les deux en fait. Prenons l'exemple de quelqu'un qui ouvre un resto ou un bar. Oh putain, c'est génial, c'est la liberté, ça y est, je suis entrepreneur, je suis mon propre patron. Ouais, mais en fait, si tu te lèves pas le matin pour ouvrir ta putain de porte, pardon pour le langage, désolé, mais y a personne qui va le faire à ta place. Donc en fait, t'es plutôt enchaîné à ton business. Ce qui fait que t'as les deux choses. C'est vraiment assez ambivalent. T'as cet aspect, il y aura pas grand monde qui sera là pour te dire concrètement ce que tu fais c'est naze, parce que t'es tout seul, mais t'auras par contre cette notion, ce temps où tu te dis bon bah en fait maintenant il faut que j'atteigne le point d'équilibre, et puis je suis tout seul parce que je peux recruter personne. Donc là t'es carrément accroché comme un caillou au bord de la mer à ton projet, quoi. Donc être parfois salarié c'était pas mal, parce que t'avais des moments où mais si t'en as pas envie, à 19h, quand tu quittes ton bureau, bah, t'y penses plus à ton boulot. Et ça, c'est pas mal, tu dors bien, tu vois. Ça, c'était pas forcément un moment traumatisant. Au contraire, c'était un peu une sorte de nouvelle expérience dans ma vie, tu vois. Ouais, ok. Et c'est marrant parce que je parle souvent à des personnes que je croise de liberté toute relative quand on entreprend, pour le coup. Complètement. Parce qu'en fait, t'es libre, mais il y a plein de choses quand même qui te rattachent à des obligations, quoi, en quelque sorte. Hein. Enfin, mais bien sûr. Je peux enlever le en quelque sorte. Oui, complètement. Complètement. Et puis en plus, le truc, c'est que quand tu sors du placard, comme c'est le cas des nouvelles fermes là actuellement, donc on a de plus en plus de presse qui nous contactent. Yes. Et bien là, si tu veux, on attend beaucoup de toi. C'est-à-dire que t'annonces des ambitions parce qu'on te pose la question. Maintenant, il faut que il faut délivrer, quoi. Et il faut délivrer vite et bien. Donc tu te mets un peu l'auto-pression. Donc finalement, bah les nuits où tu dors moins bien reviennent. Et ça, c'est super. Et ça, c'est génial. Et justement, est-ce que tu peux nous parler du début du projet? Ça a commencé avec, je parlais de Pauline tout à l'heure, Pauline Air Farm, Forme, je sais pas, enfin voilà. Oui. Ouais, plutôt quand même. Est-ce que c'est le projet pilote, justement? Est-ce que tu peux nous en parler? Comment l'idée est venue et comment tu et vous avez mis ça en place? Ouais, en fait, la structure s'appelle les Nouvelles Fermes. Ouais. Et dans les Nouvelles Fermes, donc t'as Pauline, ferme expérimentale, ferme 0. Ouais. Et après, t'as Odette, qui est une autre ferme qui va ouvrir à Mérignac. Yes. Et d'autres qui vont ouvrir ensuite. Ok, d'accord. Je te parlais d'ambition. Ouais. En fait, ouais, en fait, il y a 6 ans, j'ai croisé le chemin d'un projet qui s'appelle Gotham Greens, qui est à Brooklyn. Et c'est une ferme hydroponique au-dessus d'un supermarché. Okay. Donc, ils produisaient les fruits et légumes pour le supermarché. Bon, ils produisent pas tout, mais une bonne partie des fruits et légumes pour le supermarché. Et je trouvais ça génial de pouvoir être agriculteur et le soir rentrer et pour aller en terrasse boire des coups avec tes potes. Ouais, clairement. T'es pas ostracisé sur un plateau Larzac, tu vois, en train de traire tes vaches et Skype marche pas, tu pleures parce que tes potes sont pas là, tu te retrouves à boire de la suce tout seul au coin de la cheminée.
Donc là, l'idée, c'était de se dire, bon, bah, je trouve ça pas mal. Donc j'ai fouillé un peu sur l'hydroponie. C'est intensif. Ça peut être sans phytosanitaire. Par contre, t'as les engrais chimiques, engrais chimiques qui sont mis dans le système. Bon, ok, ça me dérange un peu. Si on veut être une entreprise d'économie sociale et solidaire, si on veut avoir un rôle un peu sociétal et environnemental notamment, concrètement, comment on peut essayer demain de changer ça? Et c'est un peu par hasard que j'ai croisé le chemin de l'aquaponie, agriculture multimillénaire, parce qu'on en trouve des traces il y a 4000 ans chez les Indiens de Chinampas, au Mexique, civilisation pré-aztèque. Donc vraiment, c'est juste à côté de Mexico, qui était une toute petite bourgade à l'époque, j'imagine. je suis pas historien, mais c'était une zone de marée, et en fait, ils faisaient flotter sur des îlots de paille des pieds de tomates qu'ils avaient plantés dessus. Ils se rendaient compte que non seulement ça poussait, mais en plus ça poussait bien et ça poussait plus vite. Ce qui fait que c'est devenu cette agriculture-là a traversé un peu les siècles. On en trouve aussi des origines en Chine. Dans les rizières, ils ont mis des canards. Ils se sont rendus compte il y a 1500 ans qu'en mettant des canards qui mangeaient en plus les nuisibles sur les petites plantes, sur les petits brins de riz, que leur déjection permettait dans certaines régions d'avoir jusqu'à une récolte en plus par an. Ça a fertilisé simplement les sols et l'eau dans lesquels le riz poussait. Énorme. Et après, c'est une agriculture qu'on a un peu zappé, qu'on a un peu oublié. Particulièrement, tu vois, au début du 20e, arrive le pétrole et ses dérivés, parce que le pétrole est là en quantité, il est pas cher, donc t'as un problème, t'asperges. Ça pousse pas, t'asperges, t'as des insectes, t'asperges, t'as une maladie, t'asperges. Simple. Basique. Donc c'est à cette époque-là, on a commencé à perdre une quantité de savoir paysan gigantesque, qui était le fruit de siècles, si tu veux, d'accumulation et de passation orale le plus souvent. Et on est arrivé à une agriculture plutôt conventionnelle, où le sol est un substrat qui retient les racines, dans lequel je vais ajouter les nutriments nécessaires pour que mes plantes poussent, concrètement. Donc on s'est un peu émancipé du terroir. Donc sur toutes les agricultures, et mon but c'est pas non plus sortir la calache et à 360 degrés tirer sur tous les agriculteurs, c'est pas du tout ça, mais en tout cas c'était une phase assez cruciale, les années 50. Il fallait nourrir une Europe post-guerre qui a un boom économique, démographique, etc. Donc là, on a mécanisé, on a coupé les haies, etc. On est arrivé à une agriculture industrialisée, intensive et conventionnelle, avec des intrants chimiques plutôt magiques, ça rime. Donc, disons que c'est posé la question de se dire, aujourd'hui, le secteur agricole, c'est 24% des gaz à effet de serre dans le monde. C'est le deuxième secteur le plus polluant. Tu vois, par exemple, le lisier qu'on peut épandre sur des terrains agricoles émet du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est 300 fois plus puissant que en matière de gaz à effet de serre que le CO2. Ok. Ouais. Nice. Grosse donnée. Ce qui fait que oui, en effet, l'agriculture, c'est très très polluant en matière de gaz à effet de serre, et en plus de ça, c'est consommateur de terre. Et donc en partie responsable de l'effondrement de la biodiversité. 75% dans certaines zones, des oiseaux ont disparu. Enfin, on est sur un sujet aujourd'hui qui est tellement clé qu'il faut absolument le prendre en main. Donc toi, comme moi, on est plutôt des urbains maintenant. Le seul contact qu'on a avec le vivant, c'est le pied de basilic qu'on a acheté chez Franprix et qui meurt au bout de 3 semaines parce qu'on a oublié de l'arroser. Donc concrètement, d'ici 10 ans, 50% des agriculteurs en France seront partis à la retraite. Si toi et moi, on s'intéresse pas à ces sujets-là qui nous concernent quand même 3 fois par jour, parce qu'on mange 3 fois par jour, normalement, qui va le faire? Qui demain va nous faire à bouffer, concrètement? Donc, on s'est dit à 5, on s'est dit, on va se lancer, on va y aller. On n'est pas plus con que les autres, et après, on n'est pas non plus intelligent que les autres. Donc, il faut qu'on s'entoure des bonnes personnes. Donc, c'est là qu'on s'est dit, on va créer des nouvelles fermes. Et pareil, toujours dans cette notion d'humilité, on va essayer de créer d'abord une petite ferme, 1000 mètres carrés, Pauline, qui est à Lormont, banlieue de Bordeaux. Et à un jet de pierre du centre-ville, puisque moi j'habite dans le centre de Bordeaux, à un vélo, je suis en 10 minutes. Comme ça, je peux rentrer aller boire des coups avec mes potes quand les terrasses sont ouvertes. Et on va créer une petite ferme d'aquaponie pour se faire la main, concrètement. Donc on a depuis 2019, donc la ferme Pauline a démarré, produit depuis 1 an et demi, un peu plus. Et maintenant, cette année va être rentable, donc on est hyper content. On paye le salaire de 3 personnes, dont Top. Sandra, qui est ma cousine.
Et si elle s'appelle Pauline, puisque c'était ta question de tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, Pauline, c'était ma grande-tante et celle de Sandra aussi, qui est décédée. Elle nous a donné un petit billet pour nous aider à se lancer. Donc on s'est dit, en hommage à Pauline, elle aura un gros bébé de 3000 mètres cubes, qui est notre belle-sœur de Lormont, quoi. Donc l'aquaponie, si tu veux, en gros, pour t'expliquer simplement. Moi, je vais te poser la question. Très bien, tu fais la réponse sans que tu me poses la question, c'est parfait. En fait, c'est un néologisme. C'est la contraction d'aquaculture et hydroponie. Donc c'est un écosystème en 3 parties. C'est l'élevage de poissons associé à du maraîchage. Donc on nourrit les poissons. Ça, c'est vraiment l'intrant principal avec le soleil et l'eau de pluie qu'on peut rajouter dans le système. Mais on nourrit les poissons des croquettes de protéines végétales qui est fabriquée en Bretagne, avec des légumineuses françaises. Qui vont sortir en Chine. Fabriqué en Chine, c'est un autre avec monde avec des œufs. Et leurs déjections, en fait, sont transformées par le truchement de bactéries. Parce que il faut que tu le saches quand même, Théo, tes déjections sont pleines d'ammoniac. D'accord. D'où l'odeur. Yes. Et en fait, cet ammoniac est létal et pour les poissons et pour les plantes. Ouais. Donc, il faut qu'on arrive à se débarrasser de cet ammoniac. Et donc, on a des bactéries qui s'installent naturellement dans un biofiltre. Concrètement, c'est une grosse cuve avec plein de petites billes plastiques à l'intérieur qui batifolent et qui sont un peu la maison des bactéries. Elles s'installent là-dessus et qui vont transformer cet ammoniac en nutriments pour les plantes, en base azotée, à savoir le nitrate. Et donc, c'est 80% des besoins des plantes sont fournis par les déjections des poissons. Donc, cette eau-là, chargée, qui sort des poissons et du biofiltre, part vers les plantes. Les plantes, de l'autre côté, sont sur des sortes de lignes de nage de 30 cm de haut. C'est un peu des petites piscines hors sol, concrètement. Et les plantes flottent sur des radeaux. Et leurs racines sont dans l'eau. Donc, les plantes poussent très bien. Certaines poussent jusqu'à 13 fois plus vite qu'en pleine terre. C'est le cas de la blette, par exemple. C'est dommage que les gens mangent pas plus de blette. Manger de la blette, bordel. Bref. Et on va faire un peu d'évangélisation là-dessus. Le lobby de la blette. C'est ça. En fait, on a donc ces nutriments qui passent dans l'eau et dans les racines des plantes. Et en fait, les racines des plantes font de la phytoremédiation. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont filtrer l'eau, prendre tous les nutriments, et à la fin des 36 heures du cycle, cette eau repart au poisson. Ce qui fait qu'on a une eau quasiment pure qui repart au poisson. Donc aujourd'hui, on a des truites arc-en-ciel. Yes. Truite arc-en-ciel, c'est le genre de poisson, c'est un peu la diva du poisson. Tu vois, c'est assez exigeant d'un point de vue milieu dans lequel ils vivent. Donc on a des grands bassins. Aujourd'hui, dans la ferme expérimentale, on a 4 bassins de 16 mètres cubes. On a 300 poissons par bassin, ça fait 1200 truites qui vont grossir jusqu'à 1,5 kg. Et c'est vrai qu'en général, quand tu vois des truites dans une rivière, c'est un signe que l'eau de la rivière est plutôt de très bonne qualité, tu vois. Donc là, en gros, si tu veux, aujourd'hui, c'était se dire, on va faire toutes les erreurs qu'on peut sur cette ferme-là. Et on en a fait plein, on en fait encore. Quand tu fais des erreurs avec les poissons, ça pardonne pas. Ah, j'imagine. Et surtout quand tu gères leur caca, après t'en as partout, même dans la bouche, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Sympa. Merci pour ce partage. Ouais, c'était une belle expérience. C'est pas arrivé qu'une seule fois en plus. Attends, parce que ça arrive comment en fait? C'est-à-dire que t'as le poisson dans les mains et il te jette dessus. Comment ça se passe en fait? Non, parce qu'on gère leurs effluents. D'accord. L'eau du bassin est régulièrement renouvelée par l'eau des plantes qui arrive et qui est filtrée. Et donc parfois, dans les filtres, concrètement, tu peux avoir des petits problèmes de débordement ou une pompe d'un seul coup qui se met une pompe vide cave qui se met en route et qui t'asperge tout le visage. D'accord. Ouais. Sympa. Oui. Et après tu te frottes 15 fois les mains et ça part pas. Mais c'est de belles expériences. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, typiquement en matière d'erreur, l'idée c'était de se dire au départ on a besoin d'une serre qui fait 1000 mètres carrés, donc on a bossé avec des serristes. Donc c'est des gens dans le métier de construire la serre. Mais après à l'intérieur, par contre, t'as personne qui est là pour construire à ta place. Donc c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Tu vois. Donc pendant 3 mois, on était à 2 la semaine et puis le week-end on faisait venir des potes pour nous aider. En plus on n'avait pas l'électricité donc la serre ne s'ouvrait pas, donc même quand il fait 20 degrés dehors et que le soleil tape, ça peut monter à 40-45. Donc t'es avec ta pioche en train de taper sur le sol et en train de suer à grosses gouttes. Mais et après par contre tu sais à quoi sert chacun des tuyaux que tu peux trouver dans la serre. Ce qui fait que tu connais ton outil, c'est ton bébé quoi. T'as plein de défauts parce que c'est moi qui fais le terrassement avec une mini pelle. Alors une grosse passion mini pelle, mais par contre, je savais pas trop comment faire. Donc ça n'a jamais été droit et quand tu arrives la première fois, tu te tords plus ou moins la cheville. Mais au moins si tu veux maintenant, on maîtrise un outil qui est pas parfait, dont on gardera que 50% des innovations qu'on a testées. Et sur lequel on va se baser demain pour bâtir une ferme 5 fois plus grande, qui sera l'une des plus grandes fermes d'aquaponie en Europe, ici à Mérignac.
entre l'aéroport et la rocade. Yes. Et là, ce sera une équipe de 17 personnes quand même qui vont bosser, avec un chef fermier qui va s'appeler Odette, donc, parce que sa grand-mère, la grand-mère du chef fermier était viticultrice. Donc, hommage à Odette. Très cool. C'est pour ça qu'on est beaucoup sur les prénoms des années 20, là. Ouais. Années 20, années 40. Beaucoup en hête. On essaiera peut-être Ninette à Lyon. On va voir. C'est bien parti. Mais donc, voilà, en tout cas, c'est ce qui nous a plu dans cette agriculture-là, c'est que on est en serre froide, non chauffée, non climatisée. Il n'y a pas d'éclairage artificiel. On ne fait que des produits de saison, des sous-serres, donc ça te permet en amont et en aval de l'été de faire pousser du basilic et des tomates plus tôt et plus tard. Mais sinon en soi, l'idée c'est de consommer le moins possible d'électricité, d'énergie. Donc là on consomme l'équivalent d'un aspirateur et demi, alors qu'on produit jusqu'à 50 kilos de produits frais par jour. Et en eau, on consomme l'équivalent d'une famille avec 2 enfants, c'est-à-dire 250 mètres cubes par an d'eau. Ouais. Alors qu'on peut alimenter à peu près 200 familles avec la serre. Donc là-dessus, si tu veux, on commence à trouver un truc. On a une agriculture intensive et pour autant, on n'utilise pas de phytosanitaire. Tu peux rien mettre sur les feuilles concrètement. Si t'as des nuisibles qui viennent, à ce moment-là, on bosse en lutte biologique intégrée. C'est-à-dire qu'on fait venir des auxiliaires, donc les ravageurs des ravageurs, si tu veux. T'as une sorte de petite guerre sournoise avec. Mais c'est alien, hein. T'en as, là, par exemple, les chrysopes qui sont des petites mouches vont pondre carrément dans les pucerons. Parce que c'est le gros problème des pucerons en ce moment avec le changement de température. Ouais. Et t'as un truc qui leur sort du bide. Enfin, c'est alien, c'est vraiment dégueulasse. Mais en fait, au fur et à mesure, c'est pas du tout une salle blanche. T'as pas de charlotte, de surchaussure. C'est, en fait, plus la serre sera ancienne, plus t'auras un écosystème d'insectes qui va s'auto-réguler. Ce qui fait que, de toute façon, même si on a des ravageurs et que tu voulais asperger sur les feuilles, ça pourrait tomber dans l'eau, aller vers les poissons. Donc ça serait un problème. Si tu voulais vacciner ou donner des antibiotiques aux poissons, ça pourrait se retrouver dans les plantes par la phytoremédiation. Donc on ne met rien concrètement. Et ce qui fait que on est une agriculture intensive, sans chimie de synthèse, et en plus économisatrice de terrain, parce que on produit sur 1000 mètres carrés ce qu'on produirait sur 5000 mètres carrés en pleine terre. Ce qui fait que sur la prochaine, de 5000, c'est comme si on faisait une économie de 2 hectares. Ouais. Donc l'idée, nous ensuite, c'est d'acheter des friches agricoles et les réensauvager. Tu vois, l'équivalent de l'hectare qu'on a économisé, tu vois. Ouais. Donc essayer de se dire d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on est une entreprise d'économie sociale et solidaire et on essaie de rentrer ça, si tu veux, dans une vision un peu plus globale de développement durable. Donc sur les 4 piliers de développement durable. Alors, je suis désolé, je suis en train de monologuer total. Tu me dis si tu me poses une question. Non, vas-y. Mais les 4 piliers de développement durable sont l'économique évidemment. Ouais. Donc on est d'abord et avant tout des producteurs. Tu vois, je te parlais de ceinture maraîchère autour des villes. C'est ces paysans qui produisaient les fruits et légumes qui vont autour des grandes villes. Ça existait partout au début du XXe siècle. Donc ils alimentaient les places centrales des villes, des marchés. Donc c'était circuit court total. Enfin, on n'a rien inventé. Et avec l'urbanisation, donc ces zones-là ont disparu. On essaie de se revendiquer un peu de ces paysans-là, tu vois, qui essayent bon an mal an de trouver des délaissés fonciers dans la ville qui ont été épargnés par les promoteurs. Merci, chers promoteurs. Et donc c'est pour ça qu'on a que des fonciers pourris, mais c'est très bien parce qu'on est hors sol et c'est pas grave. Et sur lequel on va remettre de l'agriculture paysanne. Donc on est avant tout des producteurs. On insiste bien là-dessus. On n'est pas des coups de stabilo vert sur des toits qui sont mignons mais jamais rentables, qui doivent fonctionner avec des subventions de fonctionnement. Non, c'est pas le cas. Notre objectif, c'est de pouvoir produire et vivre de notre production. Donc là, cette année, on va être rentable grâce à la production et ça, c'est cool. Donc, ça fait 150 000 € de chiffre d'affaires, tu vois, à peu près. Mais bon, je te mets au défi de trouver une agriculture qui fasse 1,5 million à l'hectare. Ouais. T'en as pas beaucoup. Hein. C'est vraiment plutôt assez impressionnant. Okay. Et justement, le milieu agricole, on pense quoi de tout ça, pour le coup? Enfin, je sais pas, j'imagine qu'un milieu... Ouais, on a eu la chance de faire venir les gens de la Chambre d'agriculture de Gironde la semaine dernière. Ok. Peut-être un peu circonspect au départ, avant de nous rencontrer. Et quand ils se sont rendus compte que sur 1000 mètres carrés, on pouvait être rentable et sortir 150 000 €, mais là, ils nous ont tous dit, pouvez-moi faire ça sur plus grand et demain, je fais pareil chez moi. Donc concrètement, on essaie de créer une porosité entre des mondes qui parfois ont tendance un petit peu à se tirer dans les pattes. Le conventionnel versus le bio, le pleine terre versus le hors sol, l'urbain versus la campagne. L'idée, c'est vraiment pas, c'est pas notre but. C'est pour ça que d'ailleurs pendant 2 ans, on s'est dit, waouh, agriculture, panier de crabe. On va faire nos erreurs en silence de notre côté. On ne communique pas. On a refusé
plein de couvertures presse au départ Okay. qui voulaient absolument parler de nous. Et là maintenant on est sorti du placard justement parce qu'on commence à être rentable et qu'on a envie de montrer que c'est possible. Que le système est viable complètement. et qu'ils peuvent y aller aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux, dans les 4 piliers de développement durable, l'économique, voilà, c'est un peu cette dimension-là. Ouais. L'environnemental, on en a parlé. Le social aussi, on travaille pas mal avec les missions locales et l'Institut Don Bosco. On a un mineur de la compagnie à la Serre qui a traversé la Méditerranée en Zodiac, qui s'est fait enfermer en Libye chez des tyrans, enfin bref, qui a perdu un de ses meilleurs amis dans le voyage depuis la Guinée, enfin bref. Costaud. Histoire assez lourde. Et en tout cas, c'est vraiment une dimension qui pour nous est importante et on essaye on en parle peu. On en parle quand on me pose la question, si tu veux, mais après moi ça m'aide à me lever le matin, si tu veux. Ouais, ça donne du sens un peu à cette histoire. Donc on essaye d'avoir cette dimension-là. Pareil dans les prix qu'on propose. L'idée c'est pas qu'on fasse de la bouffe pour les nantis. On essaie de faire des. J'ai vu un reportage, le mec te demandait vous faisiez de la bouffe pour les bobos, entre guillemets. Enfin, tu vois, oui, complètement. J'ai vu un reportage là-dessus. Ouais, non, on est 10 à 15% moins cher que le bio. Ouais. On se situe à peu près à mi-chemin entre le conventionnel et le bio. D'ailleurs, c'est la 3e fois qu'on essaye d'expliquer aux gens que il existe un monde au-delà du bio et du conventionnel. Ouais. Parce que de toute façon, on est dans un monde complexe, donc il n'y a pas de solution simple à un monde complexe. Donc on essaye simplement d'apporter des produits ultra locaux, sans phyto, coupés du jour, donc au top du top d'un point de vue qualité gustatif et nutritionnel, tu vois. Ouais. Bref, en tout cas, ça c'est la dimension sociale sur laquelle on s'est arrêté, on essaie de renforcer. Et enfin, quatrième levier, le culturel. En fait, le truc, c'est qu'on se rend compte à quel point on s'est détaché. Je te parlais du basilic sur le bord de ta fenêtre, tu vois. J'espère que t'as un jardin quand même à Codéran. J'ai pas de jardin, mais En j'ai plus, non, j'ai un petit balcon et effectivement, j'ai alors j'ai pas de légumes, mais non, mais j'ai des herbes globalement qui sont en vie. Bravo. Parce que je les ai achetés cette semaine. Non, du tout. Non, mais j'ai la chance. Mes parents sont des Yvelines. Ils ont un jardin, ils ont un potager, donc effectivement d'être un peu sensibilisé aux produits de saison. Okay. Et même je leur tape sur les doigts parce que ça leur arrive d'acheter des tomates en hiver. C'est pas vrai. Et la dernière fois, je leur ai un peu fait peut-être pas la morale, mais je sais qu'elle m'écoute, donc maman, coucou et bisous. Mais oui, parce que voilà, quand on a la chance d'avoir un jardin, pour le coup, on se rend compte les produits de saison, comment ça fonctionne. Et donc voilà, donc ça m'arrive d'avoir un peu la main verte, ça va. Eh bien, c'est exactement ça, si tu veux, la 4e dimension qu'on va avoir d'un point de vue culturel. Ouais. C'est-à-dire, c'est évangéliser un peu. C'est expliquer simplement que non, il faut pas qu'on mange des cerises en hiver. Pour faire un petit clin d'œil à notre cher ancien maire bordelais, qui a sorti un bouquin dont c'était le titre, je crois. Ok, ah ouais. Ouais. Et donc ça c'est super important de se dire il faut recréer du lien entre le vivant, l'agriculture et les urbains. On parle beaucoup d'agribashing, tu vois, en ce moment. Et je pense que c'est plutôt lié à des fantasmes. C'est-à-dire que parce que ce sont deux mondes qui se côtoient de moins en moins. C'est un rapport serviciel où t'as les agriculteurs qui vont produire pour la ville et la ville qui va consommer, qui va presque cracher sur ceux qui produisent pour les urbains. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment important de recréer des endroits, si tu veux, où tu peux initier un dialogue entre des acteurs qui ont tendance un peu à se tourner le dos. Et c'est d'ailleurs pour ça on nous pose souvent la question, mais alors l'objectif c'est que les villes deviennent autonomes, etc. Des agriculteurs conventionnels nous ont posé la question. Je dis mais non, bien sûr que non. Au contraire, c'est pour recréer du lien avec la campagne. Et donc on n'a pas du tout vocation à rendre les villes autonomes demain. C'est une connerie. Il faut pas qu'on tourne totalement le dos à la campagne. C'est d'abord et avant tout recréer du lien avec un secteur, un monde qui a tendance à devenir étranger pour les urbains. Faut savoir ce que t'as dans ton assiette aujourd'hui, même si c'est du made in France, a fait entre 1500 et 2000 km pour venir jusqu'à toi. Ouais. Non, c'est dingue. Mais c'est simplement parce que c'est le système de... Parce que j'ai l'impression que du nord au sud, ça en fait que 1000. Ouais. Il y a un truc qui va pas, là. Non, mais c'est le problème des grands systèmes de distribution et de centrales d'achat qu'on a mis en place depuis les années 50. Ouais. Et qui fait que, ton melon de Marmande, va peut-être aller aux mines de Rungis, puis retourner aux mines de Brienne avant d'aller sur ton rayon de supermarché, avant de filer dans ton assiette. Ouais. Et en plus de ça, il aura peut-être passé 3 jours dans des camions en général plutôt réfrigérés, ce qui fait que ça c'est un peu une hérésie d'un point de vue qualité gustatif et nutritionnel. Ça tue une partie des nutriments.
prenons l'exemple des fraises. Ouais. En général, elles mettent 3 jours pour arriver sur ton rayon de supermarché. Au bout de 3 jours, elles ont perdu 50% de leurs vitamines, leurs sels minéraux. Et de goût aussi. Bah ouais, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a d'où la notion culturelle, se dire demain, on va essayer de recréer ce lien-là, expliquer aux gens que on peut avoir une agriculture locale respectueuse, même si elle est pas bio, parce qu'on peut pas, parce que les racines sont dans l'eau et pas dans la terre. Ouais. C'est les lois sont faites comme ça, et puis je peux comprendre. Voilà. Bref, j'ai pas épilogué là-dessus, mais donc on peut avoir une agriculture raisonnée, locale, et en plus de ça, si vous voulez qu'elle existe et qu'elle se développe, il n'y a pas de magie. C'est pas votre bulletin de vote qui va changer la donne, c'est votre carte bleue. Yes. Donc demain, choisissez bien, réfléchissez bien à comment vous dépensez votre argent. C'est comme ça qu'on va dessiner le monde de demain. Et donc ça, je le répète souvent. Souvent, j'ai des personnes qui viennent visiter la ferme. Je dis, vous voyez, cette ferme, elle existe uniquement parce qu'il y a des gens qui achètent ce qu'on produit et qui consomment ce qu'on produit. Ouais. Donc c'est un moment ou un autre de se dire que chacun a cette responsabilité-là pour soi, pour les générations futures, d'utiliser sa carte en fonction du monde qu'on a envie de dessiner. Exactement. Et justement, là-dessus, j'imagine qu'il y a des écoles qui viennent visiter. Comment ça se passe? Parce que ce côté culturel, justement, pour faire connaître, au-delà qu'on puisse venir visiter la ferme, pour le coup, et j'imagine que ce sera la même chose pour les prochaines qui arrivent. Est-ce que vous faites comment sensibiliser encore plus les gens? Parce qu'au final, les gens qui viennent vous voir, ils ont quand même déjà une certaine sensibilisation. Ouais. J'imagine. Ouais, tout à fait. Bon, on fait attention parce qu'on a envie de mettre beaucoup de choses sur les épaules de la culture urbaine, tu vois. Donc que ce soit productif, que ce soit beau, que ce soit socialement intégré avec les voisins, que ce soit pédagogique avec les scolaires et le grand public. On est avant tout des producteurs. Donc c'est drôle parce qu'on a souvent des gens qui ont vu le portail ouvert, donc ils viennent comme ça, ils se pointent, est-ce qu'on peut visiter, est-ce que je peux acheter des trucs, etc. Et donc on les reçoit gentiment, on leur explique, on les éconduit avec le flyer en leur expliquant qu'il faut précommander par internet et tout ça. Mais c'est vrai, en même temps, est-ce que moi je viens à ton bureau devant ton écran et je touche ta souris, je fais alors qu'est-ce que tu fais là concrètement? Je suis venu, je voulais savoir ce que tu fais. Bon. Non mais c'est super parce que c'est la curiosité qui fait qu'on a envie de découvrir. Et puis en plus si tu veux, c'est vrai que l'environnement de la serre est assez atypique. Honnêtement, ça explique parce que moi je le sais en préparant l'interview, mais explique l'environnement. C'est une serre qui fait à peu près 5 mètres de haut, c'est une serre bioclimatique qui est bioclimatique parce qu'en fait c'est une double paroi dans laquelle il y a de l'air qui est pulsé, donc ça ressemble un peu à une grosse bouée. C'est un peu une serre bombée. Et en dessous duquel il y a donc des sortes de lignes de nage d'une 40aine de mètres de long, dans lesquelles il y a des radeaux blancs avec des trous dans ces radeaux, dans lesquels on met des petits pots et des petites graines bio. Et ensuite, on a les plantes qui poussent. Donc là, c'est la fin de la serre d'hiver qui est encore relativement plate. Mais là, on est en train de mettre les pieds de tomates qui vont monter jusqu'à 3-4 mètres de hauteur et qui vont fournir jusqu'à 1 kilo de tomates par jour et par pied. Donc c'est assez énorme. Yes. Et les poissons sont dans une zone à côté toujours sous la serre, dans une zone séparée, sombre, parce que les truites préfèrent faire batifoler. C'est ça. Avec ces grands bassins, on a un petit peu de bruit de la soufflante derrière, vous pouvez imaginer, qui oxygène en fait les bassins, qui permettent aux truites de vivre parce que sans elles font pas long feu. Et puis pour le coup les truites aussi vous en vendez. Enfin pour le coup c'est pas juste pour être là, c'est aussi en fait on fait du grossissement, c'est-à-dire qu'on fait pas d'alvinage. On n'est pas là avec les petits œufs, tout ça, on va leur donner chacun un prénom. Non. C'est un vrai métier en soi. Là, pour le coup, on travaille avec un producteur d'Angoulême qui nous amène des truites à 600 grammes, on les pousse à 1,5 kg. Une tonne. C'est de la truite. C'est grosse truite, quoi. Une truite par bassin. On peut bloquer. Et on est sur des concentrations, tu vois, de 18 km3, alors que le bio limite à 25. Donc on est, en gros, ils sont la place. Mais c'est vrai que c'est drôle quand t'es urbain d'être confronté à de l'élevage, parce que c'est de l'élevage, quoi qu'il en soit. On se dit, mais ce serait peut-être pas mieux en rivière, etc. Vraiment, en fait, tout ce que tu manges, la plupart du temps, ça vient de l'élevage. Et honnêtement, il vaut mieux que ce soit l'élevage que d'aller ponctionner dans les réserves naturelles, dans le stock naturel en rivière ou en mer, quoi. Pour qu'on puisse, se reproduire. Enfin, tu vois, donner le temps de se reproduire. C'est ça. Les pauvres. Et en fait, c'est si tu veux, c'est pour un peu pour vous donner un petit peu l'ambiance du truc, avec 3 personnes qui commencent à travailler 6 heures du matin, qui finissent à 14 heures à peu près,
qui vont faire la récolte du matin et ensuite vont entretenir la serre avec des grandes tables de semis. T'as les jeunes petits plants, nos petits bébés si tu veux, qui commencent à sortir de terre et ensuite qui passent dans les grands bains, quoi. Voilà. Ok, hyper cool. Et aussi pour le coup l'emplacement, parce que si je ne m'abuse, il y a à ta droite t'as le train Paris-Bordeaux et à ta gauche le Bordeaux-Nantes, c'est ça? C'est ça. Ouais, exactement. Donc on est encerclé. Parce que c'est l'avantage, c'est comme tu disais, tu peux te poser sur des friches et enfin voilà. Exactement. On a visité des trucs genre des parkings, des sols pollués. On adore. C'est génial. Non mais trop bien. Enfin comme ça, on n'est pas en train de bouffer dans le pain de l'agriculteur de plein de terre qui peut s'installer, tu vois. Exactement. Là, sous à Mérignac, on est vraiment sous le couloir aérien, donc on n'a pas de train, on est triste. Mais on a des avions. Ça, c'est pas mal. Donc, en tout cas, c'est ça l'idée, c'est se dire, on va essayer de... C'est drôle parce que paysan et paysage ont la même racine. En fait, paysan, c'est celui qui façonne et qui fait partie du paysage. Et c'est un peu notre idée. C'est-à-dire, on essaye de contribuer à notre hauteur à redessiner un petit peu la tronche que peut avoir la ville. Ouais. Et lui donner une dimension un peu plus productive et pas que dans le tertiaire, par exemple. Donc, je sais pas si on y arrivera, mais on a l'ambition d'ouvrir 100 fermes en 10 ans. Donc, génial. En France et à l'étranger. Ok. Parce qu'on y croit, simplement. Ouais. Que c'est pas la solution, parce qu'on fera pas de tubercules, on fait pas de pommes de terre, de carottes ou de céréales, c'est complètement débile. On pourrait, mais c'est pas du tout rentable. Mais par contre, ça fait partie d'une des solutions du mix agricole de demain. Donc on parle de serre verticale, on parle de ferme à insectes. Voilà, tout ce genre de choses-là peut faire partie demain du mix agricole. Donc on espère, en tout cas, on a l'ambition d'être une de ces petites cases, tu vois, de cette solution-là, quoi. C'est tout ce que je vous souhaite. Et ce que je nous souhaite aussi, pour le coup. Parce que l'agriculture de demain, ça nous concerne tous. C'est pour toi aussi, pour tes 3 repas par jour. et justement, on va tranquillement arriver à la fin de cet épisode, mais donc vous venez de lever 2 millions d'euros pour justement développer la serre de Mérignac, c'est ça? Et donc tu parlais des ambitions, t'as parlé de Lyon rapidement, c'était un petit clin d'œil comme ça, mais donc j'imagine que c'est d'abord développement en France et après à l'étranger, c'est ce que tu viens de dire, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, et ce qui est cool aussi, c'est que ça montre quand même que le sujet intéresse, enfin dans le sens aussi, en général, quand on lève des fonds, donc il y a d'autres personnes qui valident aussi ça, au-delà du fait d'avoir des personnes qui vont acheter vos produits, c'est aussi d'autres personnes, aussi bien peut-être pas des industriels, mais en tout cas des entreprises et des banques qui vous accompagnent aussi là-dedans, quoi. Ouais, complètement. Vous avez des acteurs privés, donc c'est bien, acteurs publics aussi. Exactement. Ce qui fait qu'en tout, on va être à peu près à 2,7 millions dans la levée. Mais comme tout n'est pas signé, on reste voilà. Je dis ça parce que dans le sens, on n'est pas sur une utopie, quoi, en fait. Enfin, tu vois, sur un truc, non. C'est pour ça qu'on est sur du concret. Enfin, c'est pour ça que je dis tout ça et je parle de lever comme qu'il y a des gens qui font confiance. C'est pas juste. Complètement. On n'est pas une bande de rêveurs, tu veux. C'est ça, voilà. Qui ont décidé de quitter leur bureau climatisé, de porter un sarouel et mettre des dreadlocks, quoi. C'est pas le but. Donc on est 5 personnes avec plutôt la tête sur les épaules. 5 profils complémentaires. C'était vraiment ça l'idée, en fait. Au départ, c'était lever 5 barrières principales au développement de cette agriculture-là. On parlait d'évangélisation. Donc, on a Laura, qui est notre commerciale, qui explique un petit peu, soit au restaurant, aux détaillants, ou sinon aux particuliers, comment ça fonctionne, qui on est, et qu'il faut manger ce qu'on produit. C'est excellent. On a un DAF, Clément, qui lui, a pour rôle d'essayer de faire que les fermes sont rentables demain. Parce que si une ferme est rentable, c'est une ferme qui est donc durable et qui est donc duplicable, tu vois. Donc ça, c'est hyper important, d'où l'idée de duplicabilité du modèle ensuite. Tu vois, on y va étape par étape, l'expérimentation, le proto, et ensuite du proto, on met à l'échelle. Donc il y a des fonds, il y a carrément des fonds là-dedans. Troisième personne, Edouard, qui lui s'occupe du développement opérationnel et du foncier. Donc trouver le fameux foncier pourri dont on rêve. Donc on propose parfois même des toits, mais c'est compliqué de trouver un toit de 3000 à 5000 mètres carrés. Donc on est plutôt au sol. On reste proche de l'énergie tellurique, exactement. Quatrième personne, évidemment, la technique, donc le savoir. Donc l'idée, c'est d'aller choper toutes les études dans le monde entier, et il y en a pas beaucoup, sur l'aquaponie, mener des protocoles de test nous-mêmes. On est d'ailleurs entouré de 3 chercheurs de l'INRA qui nous aident aussi à essayer de monter en compétences là-dessus, qui ont adoré le projet, ils ont dit écoute, sur mon temps libre, on veut bien vous accompagner un peu, quoi. Ok, donc c'est top. Ouais, carrément. Et dernière personne, c'est moi là, pour le coup, là, mon rôle, c'est de trouver des vocations.
Donc, trouver des talents demain pour pouvoir se consacrer à l'agriculture. Parce que si tu veux, et après promis j'arrête d'épiloguer, mais parce que tu voulais finir ce podcast. Ah non, après ça peut encore durer. Okay. Mais ce qui me rend assez dingue, si tu veux, c'est aujourd'hui quand tu vois les éminences grises qui sortent des grandes écoles, je parle mais à niveau mondial, tu vois, qui vont sortir en Californie, etc. Et qu'on va mettre à travailler sur des problèmes pour des gens qui n'en ont pas vraiment. Hein, si tu veux, ils vont, on va les mettre à travailler sur des théières connectées, on va dépenser un fric fou pour balancer une Tesla en orbite autour de la Terre. Ouais. À quel moment en fait on a oublié de se dire que ces personnes seraient quand même plus utiles et essayer de résoudre les vrais problèmes qu'on a aujourd'hui, tu vois. Et ça me fait râler. Donc, mon rôle, si tu veux, c'est de se dire demain, les gars, utilisez votre temps, votre énergie, votre savoir, votre sagacité pour un secteur qui en a vraiment besoin, qui peut concrètement, demain, si on a une agriculture résiliente, on peut répondre à 70% du problème en matière de CO2, de gaz à effet de serre. 70%, c'est énorme. Donc, concrètement, ils sont où ces gars? Nous, on essaye. Alors, je me considère pas du tout comme une éminence grise, mais on en a besoin, quoi. Qui viennent et qui nous rejoignent, qui décident de changer de vie. Et oui, peut-être qu'ils gagneront 4 à 5 fois moins cher, de salaire, de salaire. Mais ils gagneront quand même très bien leur vie. Ça peut très bien se passer. Et en plus, avec un vrai sens le matin, quoi. Plutôt que d'essayer de nous inciter tous à scroller toute la journée sur des applications qui nous rendent débiles. Non mais c'est cadeau ça. Ouais. Non mais c'est hyper important. C'est hyper important. Donc bref, c'est un appel qui est lancé. Je pense que si on se tâte depuis quelques temps, nous c'est notre rôle demain. C'est le rôle des nouvelles fermes. C'est-à-dire que une fois qu'on a notre proto qui fonctionne, c'est de recruter des gens qui sont pas forcément du milieu agricole, c'est pas le but. Mais si t'as une tête bien faite et que t'es motivé, eh bien nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va te proposer l'outil, on va s'associer ensemble. Donc on va être actionnaire ensemble de cette ferme. Ouais. On va t'apporter toutes les fonctions support pour que demain tu puisses arriver à bien produire et gérer ton équipe, etc. Donc l'appel est lancé, mais et j'espère que ça créera des vocations parce que honnêtement, c'est jubilatoire à nouveau de travailler dans ce secteur-là. C'est vraiment passionnant. Gérer le vivant. Tu te rends compte à quel point en fait c'est pas si simple. Alors j'ai pas d'enfants, mais il y en a qui vont me dire aussi c'est pas simple d'avoir des enfants plus. Mais en tout cas c'est vraiment un secteur pour sortir un peu de vocabulaire de big data parce que finalement c'est ça le savoir paysan. Plus un paysan a d'ancienneté sur une culture, plus il est pertinent parce qu'il sait quelle variété mettre, à quel moment, en fonction de quel climat, pour quel rendement. On parle de big data dans la startup, mais c'est exactement la même chose en fait dans l'agriculture. Donc c'est un milieu de savoir-faire, de savoir et ça avec le facteur qu'on a parfois du mal à maîtriser, mais qui est l'environnement. Ouais. Et je trouve ça fantastique et passionnant. Oui, d'accord. Ça me fait penser au monde du vin, pour le coup. J'ai eu la chance de recevoir quelques personnes dans ce milieu-là. Et effectivement, de toute façon, c'est tous ces milieux-là qui sont à la fois dépendants et en même temps, liés. Tu vois, c'est pas le bon terme, mais si j'ai le terme lié, c'est pas grave, il y en a pas d'autre qui va venir, mais c'est exactement ça, à la terre, à l'environnement, à la nature, quoi, en fait, et qui cohabitent ensemble, mais c'est ce qu'on fait tous, au final. C'est juste qu'il y en a qui le font un peu plus que d'autres et qui se rendent compte de l'importance de ça. Complètement. Ouais. Et pour être passé par tous les bureaux climatisés, super chouettes, avec des toboggans, des tables de ping-pong, etc. Franchement, passer même juste une journée à la serre, ça change la vie. Puis ça fait du bronzage aussi. Ouais. Bronzage, parce que début juin, t'as le bronzage de fin septembre, quoi. Donc ton summer body est prêt, quoi. Ouais, non, ça fait du bien. Pour le coup, il y a plein, j'ai vu passer il y a pas très longtemps encore un article sur le fait de jardiner, le fait mettre les mains vraiment dans la terre. Ouais. Alors pour le coup, dans l'eau, dans les plantes, on a compris l'idée. Mais non, mais ça fait du bien. Oui, c'est bon pour nous, pour le coup. Voilà. Ah oui. Tu l'as un peu dit, mais qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Même si tu viens un peu de finir là-dessus, qu'est-ce qui t'anime vraiment dans ce que tu fais Qu'est-ce qui m'anime de plus? Ouais, c'est ça, parce qu'au final, t'as déjà donné beaucoup d'éléments. Est-ce que t'as... Bah, tu vois, c'est exactement le genre de question sur lequel je pourrais bugger des heures. Non, mais ce qui m'anime, peut-être c'est déjà travailler avec des personnes que je connais et que j'aime, qui sont pas là, donc de toute façon, ils entendent pas. Ça, je pense, c'est hyper important. Ce qui m'anime aussi, c'est être un petit coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Mais sans pour autant essayer de montrer aux autres, essayer de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est pas du tout le but. Mais en tout cas, avoir la capacité
particulièrement financière, mais d'avoir le temps de pouvoir prouver que des alternatives sont possibles. Et prouver par l'exemple. C'est vraiment... on n'est pas des sachants, hein, on est juste... on fait de la recherche-action, quoi. On agit, ce qui est très bien d'ailleurs pour t'as pas besoin d'aller à la salle de sport, tu vois, ça c'est bien. Et c'est d'être dans le concret. Et demain, une fois que t'as fait ces preuves-là, de ton côté, sans forcément faire des effets d'annonce partout, tout le temps, etc., tu viens avec tes résultats. Là, tu dis, bon, écoutez les gars, vous avez vu, on y est arrivé. Maintenant, on a besoin de vous, pouvoir public, fonds privés, pour passer à l'échelle. C'est cool. Ouais, ça m'anime, ça. Bah ouais, non, mais c'est hyper stylé pour le coup, parce que souvent, ils font que de parler alors qu'il n'y a rien derrière. Au final, non, mais ça, en vrai. Oui, t'en as aussi, et pour le coup, là, c'est vraiment attendre par la preuve. Ça fait la fierté que vous avez dû tous savoir dans l'équipe. Ouais, complètement. Et fierté encore qui est très mesurée pour l'instant. Hein. Oui. On a encore plein d'étapes à passer avant d'y arriver, tu vois. Non, mais les premières sont déjà validées, c'est cool. La première. Ouais. Le proto, pas encore. Ouais. Et là, on flippe aussi. Non, parce que le problème, c'est pas vendre, on sait vendre, c'est produire, gérer le vivant. Ouais. Et ça, c'est pas simple. Mais c'est passionnant. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel t'aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé et tu te dis, ce serait cool d'en parler? Ou ça va? Écoute, je pense que ça va. Ouais. Juste que les gens pensent comment ils utilisent leur carte bleue. Ça, je pense que c'est très important. On va retenir ça. Et demain, mais si tout le monde fait ça au même moment, dès demain, notre planète change. On est bien d'accord. Merci beaucoup. Merci Théo. À très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Alors l'agriculture de demain sera-t-elle complètement différente de celle que l'on connaît aujourd'hui? Rien de sûr, mais en tout cas Thomas et ses acolytes s'attellent à remettre au goût du jour un mode ancestral de culture pour plus de proximité, d'efficacité et pour essayer de répondre aux enjeux de demain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous.